Donc bienvenue à tous dans ce 7e vlog bricolage que nous allons consacrer spécialement à l'Arduino. Ces petites bébêtes là, ces petites choses très sympathiques. Donc les Arduino sont des circuits électroniques qui sont programmables très facilement, donc n'importe qui peut commencer à apprendre le langage et se mettre à les programmer. Et donc ça vous permet de faire une interface en fait entre de la programmation, du code et de l'électronique. Ça par exemple c'est un Arduino Mega, donc qui possède une 50aine de sorties. Et ça c'est un Arduino Nano, tout petit. Alors concrètement l'Arduino ça sert à quoi? Eh bien ça vous permet déjà d'utiliser l'électronique de manière très simple. On n'a pas ces millions de schémas avec des composants partout, des trucs qu'on ne comprend pas. Là, c'est vraiment, on dit au circuit ce qu'il doit faire en le programmant et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc vous pouvez commander des LED pour faire des lumières, afficher des caractères sur un écran, faire des jeux même sur des écrans LCD, utiliser des joysticks, fabriquer des robots, commander des moteurs, des grille-pains à distance sans fil. Enfin, vous faites ce que vous voulez vraiment avec ça. La seule imagination, c'est votre cerveau. L'avantage, c'est que ce sont des plateformes qui sont open source, c'est-à-dire qu'elles sont libres et donc vous pouvez en acheter des officiels sur des sites comme Conrad, Selectronic ou Semageek. Et vous pouvez aussi en trouver des versions, des copies chinoises qui sont beaucoup moins chères mais qui marchent tout aussi bien sur des sites du style eBay, Banggood, Deal Extreme, tout ça. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'il faut un petit peu comme matériel pour bien commencer. Les endroits où on peut les trouver, donc je vous ai dit, vous avez des liens dans la description. Et on va regarder donc comment ça se passe au niveau du logiciel et comment ça se programme ces petites choses. Alors l'élément de base dont on va avoir besoin pour bidouiller avec de l'Arduino, c'est une breadboard. Donc que ce soit une grosse ou une petite, ça vous permet en fait de brancher comme ceci vos composants de manière très rapide et de faire des petits tests sans avoir à les souder les composants sur des plaques. Des fils pour breadboard qui vont vous permettre de connecter rapidement vos composants. Des LED de toutes les couleurs, des résistances, des boutons. Après tout ça, vous pouvez les trouver dans des starter kits qui sont des packs avec donc déjà un Arduino plus des composants, des capteurs et donc des fils et une breadboard. Ce sont des petits kits assez sympas qui vous permettent de débuter et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire et de vous entraîner avec l'Arduino. Alors avant de regarder le logiciel en détail et comment programmer, un Arduino donc ça se branche en USB donc à l'ordinateur pour le programmer. Donc ça peut s'alimenter soit par ici en 5 volts, soit par la prise de courant qui est ici entre 6 et 20 volts. Et toutes les petites broches qui sont là, qui font office d'entrée ou de sortie, vont soit lire, soit envoyer du 5 volts. Donc si vous utilisez des LED, n'oubliez pas de mettre des résistances de 100 ou 220 ohms, histoire de ne pas les cramer, parce que l'Arduino il va pas aimer, puis vos LED elles vont faire des couleurs qui ne sont pas encore répertoriées. Donc pour un petit exemple, sans regarder le code, là vous voyez j'ai fait une petite plaque avec des résistances et des LED. Un programme comme ça m'a pris à peu près 2 minutes à écrire. Hein. C'est ultra simple. Donc j'ai toutes mes fils qui sont reliés sur des sorties. Et ce que je dis à l'Arduino, qui est là, ce que je lui dis à l'Arduino dans le code, c'est en gros, allume cette diode, puis allume celle-là, puis allume celle-là, puis allume celle-là, puis allume celle-là, et à la fin tu éteins celle-là, puis éteins celle-là. Et ça, il le fait tourner en boucle. Donc maintenant, on va voir dans le programme, hop, qui est ici, on va voir un petit peu comment on fait ça et comment ça fonctionne. Alors pour commencer, il va falloir vous rendre sur le site d'Arduino, à ce lien là, et télécharger le logiciel. Donc vous avez des liens ici pour télécharger les dernières versions. Et donc quand on le démarre, ce petit logiciel, le voici. Donc c'est ce logiciel qui va vous permettre d'écrire du code, et avec juste un petit bouton, déjà de vérifier s'il n'y a pas de faute, puis de l'envoyer sur l'Arduino. Donc l'Arduino, quand vous le branchez à l'ordi, il va certainement vous dire « Ah, j'ai pas les drivers ». Donc si vous devez mettre des drivers, vous allez les chercher manuellement dans le dossier d'installation d'Arduino. Il va aller chercher son sous-dossier driver, et il va les installer correctement. En complément de tout ce que je vais vous raconter, vous avez un super cours sur l'Arduino qui se trouve sur le blog d'Eskimon, ou d'Eskimon, désolé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc vous pouvez le télécharger, c'est donc un format PDF, et vous avez vraiment tout dans ce truc. C'est super bien fait, c'est super bien expliqué pour commencer. Toute la base, même pour commencer de zéro, on comprend vraiment tout. Donc je vous conseille de le télécharger, vous avez un lien dans la description. Donc retour sur le logiciel Arduino, on va commencer par ouvrir un des programmes d'exemple. Donc on va dans Fichier, Exemple, Basics et Blink. Et donc là, voilà, on se retrouve avec un petit programme. Donc, quand on n'en a jamais vu, on se dit « What the fuck, c'est quoi tout ce bordel ?» Un Arduino, de base, il lui faut 2 fonctions au minimum dans son programme, qui sont la fonction Setup et la fonction Loop. Il faut qu'elles soient dans le programme, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a rien à l'intérieur, il faut qu'elles y soient, sinon il va planter, tout simplement. Donc la fonction Setup, elle va être exécutée une seule fois au tout début du programme, et elle va vous permettre de mettre en place tout ce qui est la configuration des pins, des valeurs sur certaines variables, des choses comme ça. Donc elle va être exécutée une fois. Et ensuite, vous avez la fonction loop. Donc tout ce qui est entre ces accolades, ça va tourner en boucle. Donc les instructions, c'est-à-dire les lignes du code, elles vont s'exécuter les unes après les autres dans le sens de lecture, donc à la verticale.
et donc elles seront exécutées en boucle. Une fois que le programme sera arrivé à la dernière ici, il va recommencer et reprendre à la première en boucle. Je le disais, chaque ligne de votre programme s'appelle une instruction, et chaque instruction doit être terminée par un point-virgule. Souvent, on les oublie, on fait un truc comme ça, on dit de vérifier, gna gna, il sort une erreur, voilà, et donc il vous dit qu'il lui manquait un point-virgule. Donc ça, c'est normal, ça arrive très souvent de les oublier au début. Donc ensuite, vous avez les accolades ici, vous voyez que vous en avez une qui s'ouvre et là une qui se ferme. Ça, on peut les écrire un peu n'importe comment, hein. Comme ça marche, comme ça marche aussi, ça peu importe. Et donc ces accolades, elles vont permettre de découper le code en blocs. Et donc, par exemple, pour une fonction, ça va permettre de séparer du reste ce qui fait vraiment partie de la fonction. Donc ça, vous voyez que ce qui est entre les accolades, c'est dans le loop, hein. Ce qui est dans le setup ici, c'est ça. Donc ça ne fait pas partie du setup et ça ne fait pas partie du loop. Donc quand vous avez une ligne comme ceci qui commence par un double slash, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Ça va servir uniquement pour vous y retrouver, mais ce ne sera pas du tout exécuté dans le programme. Donc vous pouvez écrire complètement ce que vous voulez, tout ce qui est sur cette ligne, ce ne sera pas du tout pris en compte. Si jamais vous écrivez un slash étoile et plus loin étoile slash, comme ceci, tac tac, là c'est tout ce qui est entre les deux, donc tout ce bloc qui passe en commentaire. Ça peut servir si on veut enlever une partie du code dans le programme sans le supprimer et le réécrire après. Donc je vais continuer à suivre un petit peu l'ordre du cours dont je vous ai parlé. Donc pour vous parler des variables. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est exactement la même chose qu'en mathématiques. Quand vous avez une variable qui vaut x égale 5 par exemple, vous allez après pouvoir l'utiliser dans des formules, dans des fonctions, dans tout ce que vous voulez. Dans le code, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en langage C, il faut juste lui dire de quel type est la variable. Donc par exemple, si c'est une variable de type un entier, vous écrivez int suivi du nom de la variable, qui peut être donc une lettre, un mot, ça peut être bonjour, hein, je peux créer ma variable bonjour et lui dire qu'elle est égale à 5, et donc un point virgule, et là j'ai quelque chose qui vaut bonjour et qui est égal à 5, donc si je fais bonjour plus 2, ce sera égal à 7. Tout bêtement. Donc ça c'est très important de lui dire le type de la variable juste avant, ça c'est le langage C, il est casse-couille, donc voilà, il faut lui dire que c'est un type int. Donc il peut être négatif jusqu'à moins 32 000 quelque chose et positif jusqu'à plus 32 000 quelque chose. Après vous avez le type long, donc ça c'est un type qui est codé sur 32 bits, donc ça permet d'avoir des nombres beaucoup plus grands, jusqu'à 2 milliards quelque chose je crois. En gros, ça, après tous les types de variables, vous allez le voir dans le PDF, ça va être bien détaillé, donc on va rester pour l'instant à ça. Donc mettons qu'on veuille créer deux variables. On va créer par exemple la variable x et y de type entier. Donc on va pouvoir les créer comme ceci, x, y. Donc ça, il va automatiquement en créer deux. Et si on veut les initialiser, c'est-à-dire leur donner une valeur dès le départ, on peut l'écrire directement là-dedans en mettant par exemple x égale 2, virgule, y égale 3. Oui, c'est bien de dire 3 et d'écrire 5. y égale 3. Si après on crée une autre variable de type int aussi, qu'on l'appelle z, et que plus tard, bon là les opérations là-dedans il veut pas, mais que par exemple dans le setup on va dire, bon on va initialiser, on va dire que z est égal à x plus y, avec un point virgule toujours, à ce moment-là, z, la variable de type entier, donc sera égale à x plus y, à 3 plus 2, donc z vaudra 5. Si juste après on écrit z égale z plus 2, là, z vaudra 5 plus 2, donc 7. Les instructions sont vraiment faites dans l'ordre, donc ça fonctionne de manière logique, quoi. Pour ce qui est du langage Arduino, vous trouverez tous les détails et toutes les explications à partir de la page 50 du PDF. Allez-y, vraiment, c'est un super régal d'apprendre en lisant ce truc. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment cool pour tout comprendre. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, l'Arduino est capable de faire la plupart des opérations mathématiques courantes, donc addition, soustraction, multiplication avec l'étoile, division. Alors la division, il faut faire très attention, puisque là, par exemple, j'ai mis x égale 5 et y égale 2. Mais ce sont des entiers, donc si je divise un entier par un entier, le résultat, z, ce sera toujours un entier. Donc 5 divisé par 2, pour l'Arduino, ça fait 2. Ça fait pas 2,5, puisque un entier divisé par un entier, même si vous avez un résultat 2,5, ça va le tronquer, et donc ça va vous couper à 2. Ça, si vous voulez avoir des nombres décimaux, vous utilisez le type float. Donc le type, ce qu'on appelle des nombres à virgule flottante, donc ce sont des nombres décimaux. Et là, à ce moment-là, si vous créez float x et y et float z, à ce moment-là, ce sera bien 2,5 votre résultat. Après, vous avez tout ce qui est sinus, cosinus, tangente, le modulo, vous avez vraiment toutes les maths de base, donc il y a vraiment de quoi faire.
Donc on va voir les petites instructions de base qui vont vous permettre de faire des conditions et donc de faire un petit peu interagir votre programme en fonction de ce qui lui arrive dans la gueule. Donc en premier, on va voir la condition if. Si. Il n'y a pas besoin de traduire, je pense. Donc, si, entre parenthèses, on va lui écrire quelque chose du style x strictement inférieur à y. Écrit comme ça. Comme ça. Ça veut rien dire. Donc là, on a écrit donc notre condition, et à l'intérieur, on a écrit donc le paramètre de cette condition, en fait, qui est donc une opération qui va avoir un résultat vrai ou faux. Ce qu'on appelle un résultat booléen. Un résultat booléen, c'est soit oui, soit non, soit 1, soit 0, soit vrai, soit faux. D'ailleurs, le type booléen existe, et donc vous pouvez créer des variables qui vont être égales soit à vrai, soit à fausse. Mais donc le résultat de ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse, il va être soit vrai, soit faux. En l'occurrence, x strictement inférieur à y, 5 strictement inférieur à 3, non, donc il va être faux. Et donc vous allez ensuite ouvrir des accolades, puis les refermer, et donc, si jamais cette condition est vraie, si jamais ce que vous avez mis entre parenthèses là est vrai, ça va exécuter toutes les instructions que vous allez mettre là-dedans. Si cette condition-là n'est pas réalisée, le programme va tout simplement passer tout le bloc d'instructions qui est en dessous du if, et il va passer à la suite. À la suite du if, vous pouvez écrire else, qui est donc un sinon, c'est-à-dire que si cette condition est vraie, donc ça va exécuter ce bloc. Sinon, c'est-à-dire si elle n'est pas vraie, vous allez écrire donc en dessous du else, il n'y a pas de paramètre à mettre, un autre bloc qui lui va être exécuté si cette condition est fausse. Donc là, en l'occurrence, 5 n'est pas inférieur à 3, donc il ne va pas exécuter tout ça, il va aller exécuter tout ça. Vous pouvez aussi écrire un else if, et à ce moment-là, lui donner un autre paramètre, par exemple x égale y. Alors attention, le simple égal, quand on dit x égale 5, ça c'est pour attribuer la valeur 5 à la variable x. Pour faire une vérification d'égalité entre deux variables, vous écrivez x égale y. Donc là, le résultat de ça, c'est pareil, ça va être un type booléen, ça va être vrai ou faux. Donc là, en l'occurrence, 5 n'est pas égal à 3, donc il ne va pas l'exécuter non plus, puisque le else if, c'est sinon si, c'est-à-dire qu'il va aller d'abord vérifier ça. Si c'est vrai, eh ben, il le fait et il fait pas du tout ça. Mais si c'est faux, il va aller vérifier si ça par contre c'est vrai. Si c'est faux, bah, il le fait pas et il passe à la suite, et voilà, vous avez compris le principe. Et vous pouvez toujours aussi mettre un else au final pour que dans tous les cas il se passe quelque chose. Donc les opérateurs de comparaison, bah, vous avez le strictement supérieur, strictement inférieur, inférieur ou égal, suffit de l'écrire comme ça, supérieur ou égal. L'égalité, ça s'écrit donc avec un double égal. La différence entre deux variables, ça s'écrit point d'exclamation égal, donc là c'est x différent de y. Et bien sûr, vous allez pouvoir mettre plusieurs conditions à réunir pour que le bloc if s'exécute. Donc on va écrire par exemple if, entre parenthèses, x strictement supérieur à y, double et commercial. On va rouvrir une parenthèse. Pour être sûr, il faut toujours ouvrir des parenthèses et enfermer pour structurer. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Z égale 3. Donc ça, ce que ça veut dire, le double et qui est ici, va vous permettre d'exécuter la condition if uniquement si cette partie-là du et est vraie et cette partie-là est vraie. Donc ça, c'est un et logique, en fait. Ça va s'exécuter uniquement si x est bien plus grand que y, donc là c'est le cas, et z est égal à 3. Là, c'est pas le cas. Donc, votre bloc if ne va pas s'exécuter. Après, on peut utiliser par exemple le ou logique, qui s'écrit comme ceci. Donc avec une double barre, donc alt groupé et la touche 6 pour le taper. Donc le ou logique, comme je le disais, pour que ça s'exécute, pour que ce soit vrai, il faut que soit cette partie-là soit vraie, soit celle-là soit vraie, mais pas forcément les deux. Si les deux sont vrais, ça marche aussi, mais si l'une ou l'autre est vraie, ça va s'exécuter. Donc on a ici quelque chose qui est vrai et là quelque chose qui est faux. Le résultat, est-ce qu'on a l'un ou l'autre qui est vrai? Oui, on a celui-là qui est vrai, donc le résultat de tout ça, c'est vrai, et donc le bloc if va s'exécuter. Ensuite, vous avez le point d'exclamation qui peut se mettre juste avant une expression dont le résultat est vrai ou faux, donc une expression booléenne. Et donc ça va vous permettre en fait d'inverser, c'est ce qu'on appelle un non logique, ça va vous permettre d'inverser le résultat d'une expression. Donc là, on a z égale 3 qui est faux, mais comme je lui mets un non juste devant, le résultat devient vrai. Donc du vrai et du vrai, le résultat devient vrai, et donc là, à ce moment-là, hop, on exécute le bloc. Et donc maintenant, on va voir une autre condition qu'on appelle la boucle.
page 66 de votre PDF. Il en existe plusieurs types de boucles, mais donc la principale, celle qu'en fait on utilise le moins, mais la plus simple à comprendre, c'est la boucle while. Donc traduire littéralement tant que, en fait. Tant que, et donc vous l'aurez compris, on va lui mettre entre parenthèses une certaine expression, donc par exemple tant que x est strictement supérieur, ou alors supérieur ou égal à y, et donc et bien là, pareil, vous allez ouvrir une accolade, et plus loin, fermer votre accolade, et tant que cette expression-là est vraie, toutes les lignes ici, blablabla, ça va les exécuter en boucle. Donc c'est-à-dire que le programme va regarder si ce qui est là-dedans est vrai, est-ce que x est supérieur ou égal à y ? X vaut 10, y vaut 1. Oui, donc il va rentrer dans le bloc et il va exécuter cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne. Et une fois qu'il arrive à la fin, il va regarder si cette condition est toujours vraie. Si elle est toujours vraie, il va retourner dedans et il va exécuter tout ça. Et tant qu'elle est vraie, il va exécuter votre bloc d'instruction. Et bien sûr, si jamais la condition est fausse dès le départ, tout comme le if, il va même pas rentrer là-dedans et il va sauter donc votre bloc d'instruction. Mais là, il faut faire très attention à la condition d'arrêt. Dans quel cas votre boucle elle va s'arrêter ? Elle va s'arrêter quand ça, ce sera faux. Donc quand y aura dépassé x. Mais là, si y il bouge pas, il va toujours être égal à 1, x sera toujours égal à 10, et ben on va jamais sortir de cette boucle. Et là, vous avez créé ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc ça va tourner, votre z, il va se prendre 2 dans la gueule à chaque fois, et il va rien se passer, voilà, c'est tout. Donc il faut faire quelque chose du style y égale y plus 1. Ça, d'ailleurs, au passage, on peut l'écrire sous sa forme contractée, y++. Voilà, quand vous écrivez y++, tout simplement, c'est la contraction de y égale y plus 1. Voilà, ça vous permet de rajouter 1 à un nombre en l'écrivant plus rapidement. Z égale z plus 2, ça peut s'écrire z plus égale 2. Ça marche aussi avec moins égale 2, divisé égale 2, fois égale 2. Donc ça, voilà, z fois égale 2, c'est égal à z égale z fois 2. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rentrer, il va voir, oui, effectivement, mon x il vaut 10, mon y il vaut 1, d'accord, bon, z égale z plus 2, donc z vaut 4. Et il va faire y++, donc il va rajouter 1 à y. À ce moment-là, tac, y vaut 2. Et il va recommencer, il va regarder, x il vaut 10, y il vaut 2. Eh ben non, c'est toujours vrai, donc hop, il va re-rentrer, et là, il va reprendre un coup de plus dans la tête, et il va passer à 3. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est toujours supérieur ou égal. Et après, votre y il va se reprendre un coup de plus, il va être égal à 11, à ce moment-là. Et au 11e tour, la boucle elle va regarder, ben non, 10 c'est pas supérieur ou égal à 11, donc il va s'arrêter et passer à la suite. Un autre type de boucle qui est très pratique, même souvent plus pratique que la boucle while, c'est la boucle for. Donc cette boucle for, elle prend un petit peu plus de paramètres à l'intérieur, et elle va être très utilisée si justement on veut juste faire tourner un bloc un certain nombre de fois, et pas en fonction d'une condition très particulière. Donc là vous voyez que j'ai créé une variable qui est n égale 0, et donc elle va prendre 3 paramètres en fait, cette fonction for. Donc elle va prendre la condition initiale, donc on va lui dire par exemple n égale 0, donc ça va mettre n égale à 0, un point virgule, et pas une virgule, c'est assez chiant, la condition de continuation, c'est-à-dire la condition, l'équivalent de ce qu'on met dans le tant que en fait, donc on va mettre par exemple n strictement inférieur à 10, et ce qu'elle fait à chaque tour, donc on va mettre n++, généralement c'est ça qu'on fait. Donc c'est-à-dire qu'elle va commencer avec une variable n qui vaut 0, elle va tourner en boucle tant que n est strictement inférieur à 10, ça vous pouvez compter d'ailleurs, ça va vous faire tourner la boucle 10 fois, puisqu'elle va être égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à chaque tour, elle va augmenter, donc elle va faire n++, elle va augmenter la valeur de n de 1. Vous mettez toutes vos instructions là, comme ceci, et donc à chaque fois, vous n'avez plus à vous occuper d'un compteur comme le y++ à chaque fois dans une boucle while. Là, c'est automatiquement fait avec une variable donc, qui est n, et donc ça va, voilà, ça va tourner donc 10 fois tant que ça ce sera vrai, et là vous exécutez ce que vous voulez. Après, il y a un truc qui est encore plus simple, c'est que plutôt que de déclarer une variable ici, vous pouvez même la créer en même temps que vous créez votre boucle for. C'est-à-dire que vous allez écrire int n égale 0, donc là il va créer une variable n juste pour la boucle for, il va la créer et en même temps l'utiliser, donc ça permet vraiment d'aller plus vite. Après si vous faites une deuxième boucle for et que vous mettez encore un int n, il s'en fout, il va recréer par-dessus, donc ce sera pas gênant du tout. Alors parlons maintenant des fonctions. Donc là j'ai créé la fonction que j'ai appelée ma fonction, et donc l'écriture de tout ça,
c'est donc, vous allez devoir écrire d'abord le type de valeur que va retourner la fonction, puisque la fonction elle va avoir un résultat, un peu comme une fonction à son f de x, quoi, son résultat. Et donc là, en l'occurrence, j'ai écrit void parce qu'en fait, elle retourne un type vide, c'est-à-dire qu'elle ne retourne rien. Et quand une fonction ne retourne rien, on appelle ça une procédure. Donc si jamais je devais retourner, par exemple, un type entier, j'aurais écrit int, et ici, return, avec entre parenthèses, y. Par exemple, y. Donc c'est-à-dire qu'elle va retourner y, et donc si jamais je veux récupérer ce résultat, je vais écrire résultat égale. Et là, on fait ce qu'on appelle un appel de la fonction. Et donc, résultat, à ce moment-là, vaudra ce que retourne ma fonction une fois qu'elle s'est exécutée. Donc là, en l'occurrence, y. Après, votre fonction, elle peut aussi prendre des paramètres, c'est-à-dire des variables en fait qui vont être utilisées uniquement dans la fonction. Elles ne vont d'ailleurs exister que dans la fonction. C'est-à-dire que si vous créez par exemple une fonction qui va prendre une variable qu'on va appeler b et une autre variable de type entier qu'on va appeler c, si vous essayez de les utiliser ailleurs, il va vous dire « Ah mais non, moi B et C, je les connais pas. Hein. » Elles n'existent que à l'intérieur de la fonction. C'est ce qu'on appelle des variables locales, contrairement aux variables globales qui existent comme x et y dans tout le programme. Donc là, ma fonction, donc, elle ne retourne rien, mais elle prend, par exemple, en paramètre, un entier B et un entier C. Et donc, quand vous allez appeler votre fonction, si on écrit, s'il n'y a pas de paramètre, donc on met juste parenthèse, parenthèse, comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la définition de la fonction, s'il n'y a pas de paramètre, elle va juste faire tourner ça et puis revenir à la suite. Et donc, s'il y a des paramètres, à ce moment-là, je vais écrire, par exemple, ma fonction, entre parenthèses, 5,3. Et là, donc, je viens de donner ces paramètres 5 et 3 à ma fonction. Donc, quand elle va s'exécuter avec mon premier paramètre b égale 5 et mon deuxième paramètre c égale 3. Donc là, on aura x égale x plus 5 et y égale x fois 3. Alors, quelque chose qui est pratique, c'est que, par exemple, la petite variable n qui est là, on peut l'utiliser à l'intérieur de la boucle for. Donc, c'est-à-dire que si je fais, par exemple, ma fonction avec les paramètres n et 3, la fonction elle va être appelée avec au tout début 0 et 3, puis au deuxième tour, quand n aura augmenté, elle va être appelée avec 1 et 3, puis 2 et 3. Vous avez compris le truc? Donc là, vous pouvez utiliser cette variable de la boucle pour appeler votre fonction à chaque fois avec un paramètre différent. C'est même pas forcément appeler une fonction, hein. Vous pouvez utiliser n pour ce que vous voulez dans ce bloc-là. Donc maintenant, on va voir un autre type de données qui est donc un tableau. C'est une liste en fait qui va contenir des éléments et qui va être indexé, c'est-à-dire que chaque élément va avoir une place bien précise dans le tableau et on va pouvoir le retrouver avec son numéro, sa place dans le tableau. Donc comme d'habitude, il faut lui dire au programme quel type de données va contenir le tableau. Donc on va lui dire qu'il contient des entiers, par exemple. Voilà, on va lui donner un nom au tableau. On va l'appeler tab, je sais pas, voilà. Et non, bien sûr, tab, c'est un mot du langage. On va l'appeler tableau, voilà, comme ceci. Et on va donc faire deux petits crochets comme ça. Et à l'intérieur des crochets, qui sont donc collés au nom du tableau, on va devoir lui dire combien d'éléments il y a dans ce tableau. Donc s'il y en a 5, vous mettez 5, s'il y en a 12, vous mettez 12, s'il y en a 50, vous mettez 50, mais c'est très important, il va falloir lui dire combien d'éléments vous allez mettre dans le tableau, puisque lui en fait, dans la mémoire, dans ses cases mémoire, il va mettre tous les éléments à la suite, donc il faut qu'il sache combien de place ça va prendre, quoi. Soit vous déclarez un tableau comme ceci, hop, tout simplement avec 5 cases à l'intérieur, soit vous allez donc ne rien lui dire et il va comprendre tout seul quand vous allez mettre des choses à l'intérieur. Vous ouvrez des accolades et à l'intérieur c'est là que vous allez y mettre vos éléments. Donc si vous mettez par exemple 5,12, 6, 14, 18, voilà, peu importe. Donc là, dans ce cas-là, j'ai mis 4 éléments, mais j'ai pas besoin de lui dire qu'il y a 4 éléments, il l'aura compris tout seul. Donc hop, toujours un point virgule à la fin. D'ailleurs, à la fin des fonctions, il n'y a pas besoin de point virgule, hein, vous l'aurez remarqué, ni à la fin des blocs if, c'est juste à la fin des instructions. Donc pour accéder maintenant à ces éléments du tableau, ils sont en fait indexés à partir de 0, c'est-à-dire que cet élément-là, il possède l'indice 0, celui-là l'indice 1, celui-là l'indice 2 et celui-là l'indice 3. Et donc ça, pour récupérer une valeur qui est dans ce tableau maintenant, hop, j'ai une variable x où je ne lui ai pas donné de valeur dès le début, et dans mon setup ou dans mon loop ou n'importe où, je veux que x soit égal à la deuxième valeur du tableau. Donc je vais lui dire x égale tableau, toujours bien respecter les majuscules, ça prend en compte.
entre crochets, numéro 2. Donc là, ça va aller chercher la valeur qui est à l'indice numéro 2, donc le troisième élément, attention, hop, 0, 1, 2, et donc là, ben voilà, ça va aller chercher le 6, et donc là, à ce moment-là, x sera égal à 6. Même chose, je peux faire ça à l'envers, si jamais j'ai mon x qui est égal à 50, et que je fais tableau entre crochets 2 égale x, et ben là, à ce moment-là, c'est la valeur de x qui va aller se mettre à l'indice numéro 2 du tableau. Attention que x doit être du même type que ce qui contient le tableau. Chose à laquelle il faut faire très attention quand on manipule les tableaux, c'est que le langage C, quand vous lui dites tableau entre crochets 2, lui il va partir de la case en mémoire qui est ici, il va faire plus 1 plus 2. Mais si vous lui dites tableau entre crochets 5, il va se mettre là et puis il va aller chercher plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, il va aller la chercher, il va pas planter. Enfin, peut-être au final il va planter, puisque du coup il va aller chercher la donnée qui est dans une case mémoire plus loin. Et donc ça peut donner des lectures de cases qui sont faites pour le programme ou pour l'Arduino et ça peut planter, enfin ça va jamais vous donner un truc bien. Donc il faut faire très attention quand vous allez chercher des indices, puisque là bah, vous essayez d'aller chercher deux nombres plus loin quoi. Alors on veut chercher le quatrième élément, on met 4, ah dommage l'Arduino il brûle, enfin voilà. Non, vous inquiétez pas, l'Arduino il va pas cramer. Ah mince ça brûle, j'ai foutu le feu au bureau et tout, bah c'est con ça arrive. Donc maintenant on va passer un petit peu à la pratique, enfin on va voir déjà qu'est-ce qui est vraiment utilisable au niveau de l'Arduino, genre comment est-ce qu'on fait pour sortir du courant, comment est-ce qu'on fait pour voir s'il y a du courant qui arrive dans les entrées, tout ça, tout ça. Alors ce petit programme Blink, on voit que dans le setup, il y a une fonction qui est appelée, qui est pinMode, et on lui donne 13 et output comme paramètre. Donc pinMode, tout simplement, elle donne au pin numéro 13, ici, l'attribut output. Donc on va le définir comme une sortie. Si on voulait le définir comme une entrée, on aurait mis input. Il y a un autre mode, mais ça on s'en fout. Donc c'est très important à faire. Souvent si vous avez du courant qui s'envoie mal ou que ça marche pas bien, c'est que vous avez oublié de mettre votre sortie en output. Et ensuite dans le loop, qu'est-ce qu'on a comme petite fonction ici? On a digital write et deux paramètres encore, 13 et high. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Donc digital write, c'est pour écrire sur une sortie numérique, digitale. Donc digital write 13 high, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça écrit un niveau haut, c'est-à-dire 5 volts, ça sort du courant, sur le pin 13. Ici, vous voyez qu'on a digital write 13 low, au contraire, ça va envoyer 0 volt, donc ça va pouf, éteindre le pin. Une fois que c'est activé, ça, c'est activé pour tout le temps. C'est fait, c'est pouf, il envoie du courant, il en envoie en permanence, jusqu'à ce qu'on lui dise autre chose, il envoie du courant. On a une fonction qui est appelée, qui est delay, avec en paramètre donc une valeur. Donc cette fonction delay, en fait, elle va vous permettre d'attendre, de rester là pendant un certain nombre de millisecondes que vous lui donnez. Donc là, en l'occurrence, ça va attendre 1000 millisecondes, donc une seconde. Donc ce que fait ce programme, en fait, c'est qu'il va envoyer du courant dans le pin numéro 13. Le pin numéro 13, vous avez une LED qui est intégrée sur l'Arduino. Donc en gros, il va allumer la LED de l'Arduino, il va attendre une seconde, il va l'éteindre, et il va attendre une seconde. Il arrive à la fin du loop, donc il recommence. Il l'allume, il attend, il éteint. Il allume, il attend, il éteint. On a fait ce qu'on appelle un clignotant. Voilà. Bien sûr, si vous modifiez cette valeur et qu'ici, vous mettez, je sais pas, 30, voilà, vous mettez 30 millisecondes ici, vous avez fait ce qu'on appelle un stroboscope, tout simplement. Alors après sur l'Arduino vous avez aussi, j'ai complètement bousillé le programme Blink, vous avez aussi des pins analogiques. Donc tout ce qui est numérique c'est du 0 ou 1, donc c'est 0 ou 5 volts. Et tout ce qui est analogique par contre c'est de la tension donc qui peut être variable. Donc les pins analogiques ce sont uniquement des entrées. Donc ça va vous permettre de lire en fait une tension. Donc int x, et là on va lui dire dans le loop x égale la petite fonction analog read du pin, donc les numéros de pin là ils portent des noms particuliers qui sont A0, A1, A2, A3, donc là par exemple on va lui dire analog read A0, et donc cette fonction en fait ce qu'elle donne, elle donne pas une valeur de la tension. Alors attention d'ailleurs, badoumtiche, si vous mesurez une tension avec analog read, c'est obligatoirement une tension entre 0 et 5 volts, sinon vous allez cramer l'Arduino. Donc analog read en fait elle va convertir la tension qu'elle mesure en un nombre codé sur 10 bits. Ce que ça va donner en fait, c'est que si vous avez 0 volt sur cette entrée, le résultat de cette fonction, ce qu'elle va retourner c'est 0,
Et si vous avez 5 volts, ça va être 1023. Et bien sûr, si vous avez quelque chose comme 2,3 volts, j'en sais rien, vous faites un produit en croix et donc elle va vous retourner le nombre qui correspond. Donc elle va échelonner en fait un nombre entre 0 et 1023 en fonction de la tension que vous avez. Donc si vous avez 512, un truc comme ça, vous savez que votre tension c'est 2,5 volts. À vous après de faire le calcul pour savoir quelle valeur vous avez. Bien, j'ai branché mon Arduino Mega dans mon ordinateur. J'ai sélectionné dans les petits menus ici le type de carte, donc j'ai bien sélectionné Arduino Mega machin. Faites gaffe, des fois si ça plante aussi, c'est juste que c'est pas le bon type qui est sélectionné. Dans le port série, vous prenez tout ce qui n'est pas le port 11. Et donc voilà, j'ai juste modifié un petit peu le programme Blink pour lui dire qu'il va devoir envoyer du courant dans le pin numéro 5. Donc là, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est d'abord, si je veux vérifier simplement le programme, cliquer sur vérifier, il vous dira s'il y a des erreurs. Sinon, téléverser, donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le compiler, donc c'est-à-dire le traduire en langage machine. Et une fois qu'il a fini, il l'envoie dans l'Arduino. Et donc l'Arduino, dès qu'il est alimenté, lui, il exécute son programme. Et donc là, vous voyez que la diode, elle clignote. Donc maintenant, on va corser un petit peu les choses. On va utiliser une petite boucle pour faire allumer à la suite toutes les diodes. Donc par exemple ça, tic 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 tic, qui les allume comme ceci, un chenillard. Donc on va reprendre une boucle fort. On va faire un petit peu on va mettre un petit peu de pin mode, de output pour toutes les sorties. Et puis on va voir ce que ça donne. Et seulement 3 minutes plus tard, donc voilà, j'ai écrit ce nouveau code. Donc comme vous le voyez, j'ai fait dans le setup une petite boucle pour définir tous mes pins en sortie, parce que bon, j'allais pas taper les 12 pins un par un et faire output, 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 enfin les 11 fils, pardon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle qui va parcourir pour les valeurs allant de n allant de 2 à 12, et donc à chaque fois, le pin mode au numéro n, je lui ai dit de mettre en output, et donc il va faire le 2 en output, le 3 en output, le 4 en output, et voilà, donc ça permet d'aller plus vite pour définir vos pins. Et puis en dessous, j'ai fait exactement la même chose, vous voyez, une boucle qui va tourner 12 fois, avec à chaque fois n qui va aller de 2 à 12, puisqu'en fait, voilà, j'ai relié mes fils ici du numéro 2 au numéro 12. Et donc à chaque fois, j'écris donc digital write au pin numéro n, un niveau haut, donc j'envoie du courant, j'attends 200 millisecondes et j'éteins, donc j'envoie un niveau bas. Après je recommence. Et donc ça, une fois qu'on l'a envoyé, ça donne ça. Voilà, tadam. C'est vraiment ultra simple, et on a fait ce qu'on appelle un chenillard. C'est beau, c'est trop beau. Mais les bitches, c'est tout pour ce petit vlog bricolage introduction à l'Arduino. Donc n'hésitez pas à lire effectivement des cours sur internet ou le PDF que j'ai mis en description, tout ça, ça va vraiment vous aider, et ne vous inquiétez pas, c'est super facile à apprendre. Quand on a déjà vu un petit peu la programmation, tout ça, c'est vraiment très intuitif. Donc voilà, lancez-vous, faites vos petits programmes, n'hésitez pas à donner des idées. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire donc des petits vlogs si ça vous intéresse, je pense. Sur certaines petites choses en Arduino, du style comment utiliser un joystick, comment ça marche un joystick et comment on peut s'en servir sur un Arduino. Voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être utiles et qui après du coup peuvent vous permettre de faire des plus gros projets. Donc dites-moi ce qui vous intéresse, et puis peut-être je ferai quelques petites vidéos. Vous savez que j'ai un gros projet d'afficheur géant, un gros projet de trucs comme ça, mais en encore plus gros et avec plein de fonctions et tout que je vais donc vouloir fabriquer. Donc ça, ce sera un projet qui sera suivi, donc je détaillerai un petit peu toutes les étapes de la fabrication. Et puis d'ici là, bricolez bien. Allez, ciao! C'est vrai, le résultat de ça, c'est veau. C'est veau. Et de l'utiliser en fonction de ce que vous avez. Enfin voilà, ça lie une tension quoi. Merde, hein, fais chier, hein. C'est des circuits programmables, t'as vu, hein. Putain.